Et on va passer à une interview d'un type nouveau, puisqu'on va interviewer Pierre Bessac, le numéro 2 de la liste du Parti Pirate aux élections européennes qui auront lieu ce week-end et le week-end prochain. D'abord, bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour à tous. Eh ben, ça va très très bien. La pêche pour la dernière ligne droite avant le blackout de minuit. Le blackout, Merci pour ton invitation. blackout, c'est-à-dire Alors, tu peux plus intervenir dans les médias, c'est ça que ça veut dire? c'est ça. J'ai pas, voilà, ni dans les médias, ni même sur les réseaux sociaux, c'est pas conseillé. Donc, d'ailleurs, un truc à savoir, c'est que vous avez la possibilité quand même de nous envoyer des DM, enfin des messages privés sur Twitter ou autre. On peut quand même répondre à des requêtes privées, mais on ne peut plus s'exprimer publiquement ni dans les médias. On n'a même pas le droit de coller des affiches. C'est jusqu'à minuit, pas plus, et on peut pas non plus tracter dans les marchés, etc. Ouais. À partir de 0 heure samedi, quoi. Ok, Même bon bah très 24 bien. heures ce soir. Alors déjà, merci d'être là ce matin dans GM Web 3. Je t'ai proposé de venir et tu m'as dit oui tout de suite. Donc déjà, merci pour ça. Et c'est vrai que Bah, nous sans ici, hésitation. non mais c'est adorable et pour le coup c'est vrai que nous ici on parle quasiment jamais politique parce que c'est pas notre credo et aussi parce que ce sont des sujets qui sont que d'autres traitent beaucoup mieux. Mais là pour le coup il me semblait évident de devoir effectivement en parler. Parce que vous avez commencé par en parler. Alors d'abord, si tu veux, je vais te poser plein de petites questions. Dans les commentaires, vous pouvez poser les vôtres. Vous pouvez aussi lever la main pour venir les poser en direct. On a également Darkemy qui en aura quelques-unes pour toi. Mais d'abord, je te garde que pour moi, mon Pierrot. Je me permets, hein. Pour des Vas-y, petites pas de questions. souci. N'importe quoi. Pour essayer voilà, d'en savoir un petit peu plus. Et d'abord, est-ce que tu peux, une fois n'est pas coutume, nous raconter rapidement ton parcours avant même de, parce que je crois que tu es entrepreneur avant d'être Oui. voilà dans la politique, on va dire. Donc ton parcours rapidement et aussi les actifs numériques, les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Par quelle porte t'es entré dans cet écosystème? Est-ce que c'était par Ouais. l'investissement, l'entrepreneuriat? Voilà, déjà pour commencer, pour situer un peu le personnage. Alors, bah, moi, je suis plus tout jeune aujourd'hui. Hein, j'ai plus 20 ans, mais donc j'ai pu commencer. J'ai découvert la micro-informatique quand elle apparaissait dans les années 80. Ça m'a tout de suite accroché. J'étais encore collégien, hein, pour dire. C'était un truc complètement nouveau et qui avait l'air fantastique au niveau potentiel. On n'imaginait évidemment pas à quoi ça allait mener 40 ans plus tard, mais on voyait quand même, on pouvait sentir le potentiel de toute cette technologie. Donc j'en ai fait mon métier en fait. Hein. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique et électronique, électricité. Et puis moi j'ai commencé à bosser dans les années 90. Internet était vraiment balbutiant. Hein. C'était les milieux de recherche et je l'ai vu arriver dans le grand public et j'y ai même participé à ce qui il s'impose dans le grand public dans les années 90. Il y avait énormément de gens sceptiques. C'est quoi ton truc? On a le Minitel. Qu'est-ce que tu fais chier avec ton? Ça sert à rien. Voilà, voilà. Donc c'est un truc qu'on entend maintenant sur les crypto-monnaies. Hein, donc je suis pas, je connais ce genre de réaction. Alors à l'époque sur Internet, dans les années 90, il y avait les noms de domaine qui étaient un truc fondamental pour préserver sa souveraineté. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais pour éviter d'avoir, comme on le voit sur les camionnettes de plombier, les adresses en wanadoo.fr, tout pieds et poings liés avec tel ou tel fournisseur, parce que t'as collé ça sur toutes tes cartes de visite et quand tu veux changer d'adresse, tu peux plus. Donc moi j'avais et à l'époque les noms de domaine en France étaient extrêmement restreints. Tu pouvais pas en avoir comme ça, tu pouvais pas en avoir en tant que particulier. Ça a fini par se libéraliser. Il a fallu une dizaine d'années. Et donc j'avais fondé un truc qui s'appelait eu.org et qui distribuait des domaines libres gratuits. Et ensuite j'ai fondé Gandhi.net qui a été le premier registraire français qui se spécialisait dans les noms de domaine. C'était un peu pour péter le marché des noms de domaine et participer à son ouverture. Et parallèlement, bah, j'ai toujours eu des trucs d'activisme parce que dans les années 90 on voyait apparaître tout un tas de lois à la con pour censurer Internet, avec là aussi le même genre de critique qu'on peut entendre sur les crypto-monnaies. Ça sert aux terroristes, ça sert aux pédocriminels, ça sert aux nazis. Enfin bon, tout un tas de trucs à la con pour réduire la liberté d'expression. Donc je me suis retrouvé plus ou moins activiste dans des associations, et des trucs comme ça. Et puis en fait,
j'ai même pas l'impression de faire de la politique aujourd'hui. En fait, j'ai juste l'impression de continuer un combat qui est ancien et qui a besoin de plus en plus d'être mené parce que le numérique est maintenant au cœur de nos vies. Et donc voilà, je suis entré au Parti Pirate en 2019 parce que je voyais ce que faisaient des associations comme la Quadrature du Net, notamment en France, qui avaient une super activité pour défendre nos droits. Donc j'ai jamais été très actif dans la Quadrature, mais je les soutenais en leur faisant des dons. Et je me suis dit, ça serait quand même bien de taper un cran au-dessus. Vu aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale française, il y a quelques députés électrons libres dans les partis classiques, mais ils sont peu soutenus par des partis qui comprennent absolument rien au numérique. Donc il y a des gens compétents en numérique à l'Assemblée, mais ils sont en général 3 à 4, pas plus, hein, enfin peut-être une petite demi-douzaine, quoi. Donc voilà, je me suis dit, ça serait bien que je joigne mes forces au Parti Pirate, qui était exactement dans la ligne de ce que moi j'avais envie de défendre, et on a monté une liste comme ça aux élections européennes de 2019. Et on le refait aujourd'hui avec 5 ans de recul et de travaux sur tous les sujets. Donc la partie droits fondamentaux du numérique, mais aussi la partie écologie, parce que le numérique se fait cogner dessus sur son impact énergétique, avec une proportion disproportionnée par rapport à son impact. On estime dans les médias, hein, les médias parlent énormément de ça, beaucoup plus que ça ne le mérite. Et voilà, et c'est un parti. Alors c'était un parti monothématique au début. Il y a beaucoup de partis monothématiques aujourd'hui. Il y a le parti Espéranto qui se présente, par exemple, etc. Le parti animaliste. Mais nous, on a ouvert notre programme pour avoir un programme généraliste. Donc c'est un programme européen. Alors là, pour le coup, Pierre, qui est discuté avec les pirates. Allez, je sors un peu du sujet. Ouais, excuse-moi, j'ai fait un gros tunnel. Je te laisse la parole parce que l'idée c'était de s'intéresser à toi, Pierre. Donc c'est intéressant ton parcours dans le web. Moi j'ai toujours mélangé mes passions, si tu veux, et mon activité et mon métier. Donc c'est pour ça que tout est relié dans un groupe. C'est très bien d'être. Je suis une personne de conviction et de passion. Et c'est très bien d'être cohérent. Donc c'est aussi ça qui nous intéresse. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la position officielle du Parti Pirate concernant les actifs numériques, et c'est de ça dont va découler justement notre discussion. On va partir déjà de votre postulat, peut-être de votre vision de la situation aujourd'hui et vers où, parce que la politique c'est ça, hein, c'est faire changer les choses, vers où vous souhaiteriez justement l'amener. Alors, on a eu plein de débats au Parti Pirate sur les crypto-monnaies. Parce qu'on savait pas par quel bout aborder le sujet, parce qu'il y a pas mal d'aspects dans le sujet, des aspects qui nous plaisent beaucoup, des aspects sur lesquels on est plus sceptique, disons. Mais quand même on a un point quand même qui est fondamental et que parce que j'ai eu des discussions sur Twitter, j'ai eu des maladresses aussi sur l'aspect énergétique, parce que c'est un aspect assez pointu et assez compliqué à expliquer et à discuter. Donc on a été pendant un moment considéré comme anti-crypto-monnaie, et les gens qui sont dans les milieux crypto-monnaies nous ont dit, enfin on le savait mais on l'avait pas assez mis en avant, nous ont rappelé le fait que en fait il y avait un alignement d'un certain nombre de valeurs sur les crypto-monnaies par rapport aux valeurs du Parti Pirate, qui sont défense lutte contre la surveillance, le traçage, etc. Et donc le Parti Pirate défend la subsistance des espèces classiques, et pour la même raison défend également les crypto-monnaies en tant que espèces numériques qui deviennent quelque chose de fondamental dans notre futur numérique, puisque voilà, il n'est pas normal que nos transactions numériques soient plus tracées que des espèces. Enfin, il y en a qui sont tracées, c'est pas forcément anormal en soi, mais il serait sain d'avoir un équivalent numérique. Enfin, il est sain, puisqu'on a avec les crypto-monnaies en grande partie, d'avoir un équivalent numérique des espèces. Donc voilà, ça c'est notre ligne actuelle. Et comme on s'aperçoit, en fait, il y a deux obstacles. L'adoption des crypto-monnaies en France n'est pas alors dans les milieux un peu spéculatifs qui se sont intéressés aux choses type forex précédemment, milieu finance, bourse, c'est très implanté, mais c'est pas très développé comme moyen de paiement au titre des espèces. Et il y a deux raisons à notre sens. C'est que d'une part la technologie est quand même pas ultra simple à appréhender pour tout un chacun.
Donc c'est pas ultra pratique, hein. Même quand on est geek, il faut quand même bien s'accrocher pour s'en servir. Et d'autre part, il y a des dispositions légales qui empêchent en fait de s'en servir. Donc Et l'aspect vous technologique, préconisez justement de favoriser le voilà. paiement en cryptoactifs? Alors oui, déjà le terme de cryptoactif, moi Ouais, je le prends parce que je c'est suis pas celui qui est en totalement à l'aise. vigueur, mais on peut Ouais, prendre je sais. celui d'actifs numériques, de crypto-monnaie, de monnaie digitale, Crypto-monnaie. J'aime mieux comme tu veux. crypto-monnaie, mais après c'est un penchant Non, personnel. mais je pense Je que commence à le comprendre régulateur et le politique la nuance, si tu veux. a du mal à utiliser le Bah, mot crypto, parce que le mot crypto, il fait référence au cryptage, il fait référence à quelque chose de ouais, caché, donc c'est pas très peut-être. politiquement correct, je pense en tout cas. Peut-être, mais alors oui, maintenant les crypto-monnaies étant quand même très populaires, sont abrégées en crypto. Pour moi, crypto jusque-là, ça voulait dire cryptographie. On parlait de crypto pour parler de chiffrement. Après, oui, la nuance crypto-actif, crypto-monnaie, c'est très légal et juridique. Donc, je sais qu'il y a des subtilités entre les deux. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans Ok, parce que parlons concret, ça Pierre, dépasse. si tu veux. Et donc en fait, Ouais, pour où est-ce que t'expliquer, vous voulez aller? Qu'est-ce que vous proposez justement de alors façon très je pragmatique t'explique. pour favoriser, Ouais, parce que tu parlais de paiement, moi ça me va, parlons de ça, de paiement soit ouais. entre particuliers, soit entre une entreprise et un particulier, soit de paiement transfrontalier, soit de rémittance. On parle de, tu sais, les paiements qu'on renvoie à l'étranger quand on vient de l'étranger notamment, soit on parle Ouais. d'inclusion financière, notamment dans les pays qui sont sous-bancarisés. Il y en a en Europe, des pays dans lesquels avoir un compte bancaire, c'est pas si Absolument. simple. Donc, si tu veux qu'on parle de paiement, parlons de tout ça et comment vous voyez les Ouais. choses et comment vous voulez faire changer les choses. Alors, déjà, nous, pour une façon très pragmatique, on aimerait bien que au départ, ça a commencé par la boutique en ligne du Parti Pirate qui permet de faire, d'acheter des goodies en fait. On aimerait bien qu'il soit possible de payer en crypto-monnaie sur notre boutique. Mais alors là, c'est possible, ça serait possible sur une boutique normale, mais comme nous, c'est versé à l'association de financement du Parti Pirate, ça tombe sous le coup des règles du code électoral. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a interpellé la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique, enfin c'est pas vraiment le régulateur parce qu'ils ont surtout un rôle a posteriori, hein, après campagne. Donc en gros ils vont te dire écoutez, on sait pas si c'est légal ou pas, c'est pas à nous de le dire. Faites-le puis on vous tombera sur la gueule si après la campagne s'il faut valider vos comptes et qu'on estime que c'est pas bon. Donc c'est pas facile. Donc jusque là commission des comptes de campagne a dit ça va faire 10 ans maintenant. Ils ont dit qu'ils ne voyaient pas. Alors ils n'ont pas dit que les crypto-monnaies étaient illégales pour le don politique. Ils ont dit qu'ils ne voyaient pas comment ça pourrait être légal. À charge, en gros, pour les partis de se débrouiller pour trouver une façon d'accepter les dons tout en respectant la législation. Et on n'a pas à ce stade, on n'a pas trouvé de façon de le faire, mais on va essayer de Et là, travailler ça là-dessus. rebondit sur Donc, l'actualité avec notamment Trump, qui autorise désormais les dons en crypto-monnaie pour la ouais. campagne des présidentielles. Donc visiblement là-bas, c'est possible. En tout cas, il a rendu ça possible. Et que nous, en Europe, il y a encore un flou, puisque voilà, c'est chiant quoi. Alors enfin même on a sorti notre communiqué avant Trump. Hein. C'est plutôt Trump qui s'est inspiré de nous. Alors Ouais, on n'est pas forcément il fier que paraît qu'il Trump vous aurait s'inspire de nous, mais copié. tant Il mieux. paraît qu'il vous aurait Oui, copié. voilà. C'est ça. Non, mais Et alors ce qu'il faut vous voir draguez aussi, c'est que un électorat crypto et il en faut et c'est intéressant. En revanche, est-ce que tu peux, au-delà du financement de votre campagne, peut-être qu'on parle de choses un peu plus globales. Je concrète. parlais tout à l'heure Ouais. justement de paiement. On estime que il faut faire évoluer effectivement la législation pour faciliter, pour enlever un certain nombre d'obstacles illégitimes au paiement en crypto-monnaie. Donc il y a eu des législations européennes assez emmerdantes sur la question. Même si ça aurait pu être pire, c'est quand même pas top. Ça, il faut faire évoluer la législation européenne en la matière. L'Europe a même tenté même réussi à limiter le montant des versements en cash. Patrick Breyer, député pirate allemand, a fait une très belle déclaration à cet égard, hein, associant, comme on le fait nous, les crypto-monnaies avec les espèces et Oui, parce donc qu'aujourd'hui, on peut pas payer plus de défendre 1000 le droit. euros en espèces dans C'est un ça. magasin. Les gens ne savent Oui, peut-être pas, ça mais devient n'importe on quoi. en est Donc là, ouais. Et vous voulez sous justement couvre. libéraliser, redonner un peu de liberté Oui, aux il faut consommateurs desserrer un peu d'utiliser leur le. argent, quoi.
Absolument, oui, il faut desserrer un peu ce qui a été fait. Ok. C'est une question de liberté fondamentale à ce stade-là. Et aussi, on observe avec beaucoup d'inquiétude les euros numériques, les monnaies numériques de banque centrale, parce qu'on a beau regarder le truc, on voit pas l'intérêt du truc pour tout un chacun, parce que ça va être des monnaies qui manifestement seraient, on sait même pas où vers quoi on va se mener, mais tel que ça semble être enquillé, ça va être des monnaies qui vont être reliées à une identité numérique, donc ça n'a absolument rien de comparable à des espèces, ça sera totalement fliqué et tracé, et ça n'a aucun intérêt même par rapport à l'euro classique, puisque l'euro numérique en pratique, si c'est pour avoir un euro numérique tracé, il existe déjà avec les virements bancaires, les cartes bancaires sans contact Ouais. ou avec a En effet. fortiori. Donc voilà, il faut vraiment évoluer là-dessus et essayer défendre réellement Ok. nos droits fondamentaux en Je la vais matière. continuer et on va essayer de faire des questions courtes, réponses courtes, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent poser des questions et j'aimerais vraiment leur laisser le temps de le faire. Quid de votre de votre pouvoir au Parlement? Vous avez des alliés. Tu me parlais tout à l'heure d'un parti pirate allemand, donc ça veut dire qu'il y a d'autres partis pirates en Europe. C'est ça. Voilà. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez comment vous aurez les moyens de faire, je sais pas moi, accepter quelques amendements ou peser un peu sur les décisions? C'est quoi le pouvoir, le nombre de députés aujourd'hui au Parti Pirate? Combien vous espérez en avoir après ces élections? Enfin voilà, certains se posent la question, ok, mais tout ça a-t-il une chance d'aboutir d'une manière ou d'une autre, réellement? Oui, alors je vais t'expliquer. En fait, c'est un peu le même sujet que le fait de pas, enfin, avoir ou pas des élus. Même sans élus, on peut avoir de l'influence. Donc, on a des contacts avec des associations, des parlementaires, même en France. Hein. On a quand même des élus municipaux qui font aussi du boulot et qui nous font connaître dans les. Donc ça, c'est un peu, on part de la base en fait. Hein. Et au côté Parlement européen, actuellement dans la mandature qui va se terminer là, on a 4 députés pirates, un allemand et 3 tchèques. Et ils sont dans le groupe. Les pirates ont décidé de se rallier au groupe. Alors c'est Vert ALE, je crois. C'est Greens EFA en anglais. Donc le groupe écolo, sachant que les pirates sont pas totalement sur la même ligne que les écolos. Il y a beaucoup de convergences, mais les pirates ont une approche plus scientifique que les écolos, et y compris sur l'écologie. Ça, c'est vachement important de le dire. Et donc en fait, les pirates ont un rôle de pédagogie et de diffusion des connaissances en fait numériques dans tout le groupe. Donc là, c'est une influence forte sur le groupe, sur les sujets dont on est les spécialistes. Et puis plus largement, c'est une fois que tu as le pied dans le Parlement, tu peux quand même intervenir et populariser ces sujets. Alors Ok. effectivement, on n'a pas énormément de députés, mais voilà, il y a aussi une force de visibilité C'est médiatique, intéressant et parlementaire c'est qui est sur la durée est très importante en fait. Alors là, on observe quand même une forte poussée des droites européennes et spécialement en France, mais pas que, qui fait que c'est difficile de dire combien de députés on peut espérer dans la hmm. prochaine mandature. Il est probable qu'on en aura, enfin, on en aura, on peut en espérer au moins autant, peut-être un peu plus, parce que les luxembourgeois ont fait une très forte montée et on pourrait avoir des élus luxembourgeois Allez, tiens, la transition est toute potentiellement, trouvée, c'est pas exclu. puisqu'on a Darkemi qui est lui-même qui vit au Luxembourg. Je crois que c'est, enfin, c'est connu. Tu l'as dit. Darkemi, t'as une petite question pour Pierre, et ensuite je laisserai la parole à Fadila. Donc je t'ai Ouais, vu, alors Fadila. c'est un peu T'inquiète compliqué pas. parce que Vas-y, Darkemi, je t'en prie. sur ce sujet, j'avais beaucoup de choses à dire, donc je sais pas si je commence à prendre la parole. Bon, sinon tu vas me couper, hein. Vas-y. Mais pour Je en te coupe revenir en si fait c'est pour trop long. Mais vas-y, vas-y. l'histoire du parti, le parti pirate, il a été Non, créé par par contre, un tué. le son est pas très bon, Emilien. Je suis désolé, le son est pas très bon. Est-ce Ah que tu peux merde, vérifier ta connexion? Ouais. Tout à l'heure, c'était mieux, donc je sais pas si t'as c'est changé de mieux là? pièce ou... Ouais, ça a l'air bien. Non, Il y a un écho, mais ouais, ça... peut-être. Attends. On dirait que c'est mieux là. Tu vas me dire. Ah, Non, c'est pas ouf. ah non, c'est reparti en gloubi-boulga, ouais. Non, c'est pas ouf. Alors, Amy, essaie de gérer ton setup, quitte à changer de méthode sur ton ordi peut-être, ou je sais pas. Essaye autrement, mais déconnecte-toi et Merde, reconnecte-toi. Et en attendant, j'entends plus ouais, bah alors, personne. je Ah vais merde. t'écrire en privé. En attendant, Fadila, on t'écoute. Bonjour Fadila et bienvenue. Bonjour à toi et merci de m'accueillir. Mais ravi. Je viens de voir dans ta bio ce que tu faisais. D'ailleurs, si tu veux te présenter rapidos et après je te laisse poser ta question à Pierre directement.
Oui, enfin bon, c'est dans ma bio et puis moi je suis consultante, on va dire depuis une vingtaine d'années dans la transition numérique, on va dire, surtout comme digital, mais j'anime aussi des spaces et donc sur la gouvernance numérique, sur des sujets. Donc avec Pierre, on se quitte plus parce qu'il est venu plusieurs fois dans mes spaces, mais il y a une question que j'ai abordée, mais trop brièvement la dernière fois et je voudrais revenir dessus. J'ai parlé la dernière fois du passeport numérique en Europe et donc je voulais... je fais une petite incise, j'invite tout le monde à aller sur le site du Parti Pirate parce que autant il y a des partis qui ne développent pas forcément leurs idées et leur site il est super riche si vous voulez vraiment connaître leur programme, voilà, il y a beaucoup de choses à observer et c'est structuré. Ok. Alors ma question sur le passeport numérique, c'est connaître un peu l'avis justement du Parti Pirate par rapport au passeport numérique et comment on peut garantir à la fois la protection de la vie privée, la sécurité des données et puis éviter une surveillance excessive via cet outil-là. C'est Tu clair, veux dire Pierre, ou pas? le digital wallet, tu veux dire EIDAS et des choses comme ça? Le digital Ouais. wallet, exactement. Ouais. En fait, l'idée c'est que ça c'est un peu comme les espèces en fait. Ça peut avoir des usages, ça va avoir des usages extrêmement utiles pour de la preuve d'identité auprès de l'administration notamment, hein, pour avoir accès à tes droits sociaux, des choses comme ça, ou différentes administrations. Ça peut être un outil d'accessibilité fantastique pour éviter d'avoir à se déplacer. Par contre, ça peut être aussi un outil de flicage fantastique, donc il faut pas qu'il y ait une utilisation obligatoire hors des entités qui le nécessitent vraiment. Donc en France, il y a eu une poussée et qui risque d'être répercutée en Europe, mais pour l'instant, l'Europe est plus raisonnable. En France, il y a eu une poussée pour utiliser ce genre de technologie avec le système France Identité Numérique pour obliger les réseaux sociaux à utiliser ce genre de choses pour associer une identité à un compte réseau social, mais il n'y a aucune raison légitime de le faire. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Il y a un autre petit point sur EIDAS qui est potentiellement embêtant. Donc la version 2 a été votée assez récemment, c'est que l'Union européenne a demandé aux fournisseurs de navigateurs, notamment aux éditeurs de navigateurs web, d'intégrer de force des certificats validés, des certificats racines, ce qu'on appelle les certificats racines, donc ce qui définit la possibilité de mettre un cadenas indiquant qu'un site web est sécurisé. L'Union européenne demande aux États membres aux éditeurs de logiciels de prendre les certificats donnés par des États membres, ce qui signifie que les États membres auraient tout pouvoir pour décider qu'un site web est à valider. Ce qui veut dire qu'un État membre pourrait dire que tel site web c'est google.fr de manière ou google.com, donc serait en mesure théoriquement de détourner ton attention et te faire passer un site, d'attaquer en fait la confidentialité de ta communication. Donc c'est pas prévu pour ça, mais ça, en théorie, ça peut le permettre. Donc ça veut dire que Orban pourrait décider de faire un faux google.com pour se mettre entre toi et Google, ou des régimes, des régimes autoritaires ou peu démocratiques, disons, pourraient utiliser ce processus. Donc il y a tout un tas de points d'attention là-dessus sur ce qui est possible en matière de flicage. Et en tout cas, notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas que ça soit d'usage obligatoire sur des systèmes qui ne nécessitent pas légitimement de preuve d'identité. Merci. Ok, donc merci. Non, vas-y. Est-ce que par hasard tu as une question liée aux crypto-monnaies, aux actifs numériques, Fadila? Non, je suis désolée, non, c'est pas grave. Je n'ai pas cette compétence, mais je pense qu'en fait, c'est aussi un peu en lien parce que je m'intéresse beaucoup au sujet de l'identité numérique et c'est vrai que je sais que le Parti Pirate prône plutôt la décentralisation et qu'aujourd'hui on va vers la centralisation et que la crypto est plutôt dans la décentralisation. Alors bon, je suis pas très très clair, hein, mais non, mais on voit le lien, entre les deux complètement. Tu vois le lien. Ok, super, merci. Mais je t'en prie, reste avec nous si d'autres questions te surviennent, lève la main et ce sera avec plaisir. Moi j'ai une question rapide. Peut-être un petit mot. Merci Fadila pour avoir parlé
du site du Parti Pirate. En fait, on a deux programmes. On a le programme européen qui est sur européenne.partipirate.org sans accent, qui est relativement peu copieux. Enfin, il fait une trentaine de pages, mais on peut le lire facilement. C'est celui qui est le plus en exergue puisqu'on parle de l'élection européenne. Et puis on a le programme français beaucoup plus copieux qui est sur partipirate.org et qui est moins c'est moins à l'ordre du jour en ce moment. Il ne faut pas confondre les deux parce qu'il y a des choses. La partie française est beaucoup plus longue à lire. Donc si vous voulez avoir une vision rapide, allez voir sur plutôt européenne sans accent.partipirate.org. Ok. Moi, j'ai une question de marketing plutôt. Et après, je vais te laisser la parole, 1003. Une petite question. Est-ce que le nom Parti Pirate, de toute façon, ne vous enferme pas de toute façon dans un parti un peu side et finalement qui fait pas très sérieux, voire limite, on se dit bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, c'est tellement utopiste qu'on préfère pas y aller, voire un peu ça fait un peu dangereux, pirates. Tu sais, pirates, c'est des gens en général qui sont pas très cool, tu vois, quand on s'intéresse à l'histoire des pirates. Voilà, donc juste au point de vue par marketing, est-ce que si vous voulez percer un peu, alors que finalement vos idéaux, je trouve, sont plutôt intéressants et partagés de plus en plus par les Européens qui veulent reprendre un peu de souveraineté, etc. Est-ce que votre nom, c'est pas une barrière? Alors, c'est la question à 1 million d'euros, ça, oui, effectivement, tout le monde nous la pose, et on se la pose même entre nous. Hein. J'ai demandé à des Islandais, des Allemands si ça les gênait pas. Bon, il y a la même chose dans tous les pays, effectivement. C'est un nom provoque, comme les homosexuels peuvent se dire on est des PD parce que c'est un mot ostracisé. Bah nous, c'est un peu la même chose. On a récupéré ce mot-là pour en faire quelque chose de positif. Mais en effet, beaucoup de gens nous disent ça fait un peu partie de Guignol et vous devriez changer de nom. Et c'est pas exclu qu'on le fasse, mais vu qu'on est bien représenté dans pas mal de pays, il faudrait qu'on essaie de faire ça de manière concertée, donc ça va être beaucoup plus compliqué à faire. Mais sur la durée, c'est pas impossible que ça se produise, oui. Okay. Effectivement, c'est un souci, oui, oui. Très bien. On est d'accord. Alors, je vais laisser la parole à 1003 et après on parlera de l'actualité, Pierre, puisque le rachat de Bitstamp par Robinhood pose clairement la question de la souveraineté numérique, technologique, voire même d'une certaine manière monétaire avec l'actualité sur les stablecoins. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mais d'abord, 1003, bienvenue. Hop là, salut Jérém, salut à tous. Salut. Merci de me donner la parole et merci pour ces belles émissions que tu fournis assez régulièrement. T'es adorable. On t'écoute. Je voulais juste rebondir à ce que a dit Fadila parce que moi je viens de refaire mes papiers là tout récemment. Donc j'ai refait ma carte d'identité et mon passeport numérique. J'ai été outré au fait qu'on me demande mes empreintes. En fait, là j'ai été vraiment plus que outré au fait. C'était un choc pour moi. Pour qu'on puisse m'établir des papiers d'identité, mais il fallait absolument que je donne mes empreintes. Je suis hyper sceptique par rapport à ça parce que quand on voit les différents hacks qu'il y a sur les établissements, on va dire les différents postes, du moins les différentes agences qui existent étatiques qui se font hacker où on a des données qui fuitent. Par exemple, on a eu récemment France Travail qui Exactement. s'est fait hacker, il y en a eu d'autres, ouais, bien sûr. Tout Okay. à fait. Je suis super choqué par rapport à ça et je me demande quelle est la façon de pouvoir remédier à ça, de pouvoir avoir des papiers, tout ce qui est le plus normal, comme ça s'est fait depuis tout ce temps, et sans avoir à donner bientôt peut-être notre rétine, notre ADN pour avoir des papiers, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de rentrer dans un état totalitariste au niveau du numérique. Et moi qui fais en sorte de préserver mon identité numérique et mon hygiène, ça me fait mal au cœur en fait de voir ça. Donc si Pierre, tu as une réponse à ça, je serais ouais. Oui, alors en fait la réponse c'est comme beaucoup de choses, c'est utilisé notamment pour les machines automatiques de passage des douanes dans les aéroports. Donc tu mets ta main, le truc vérifie que tes empreintes correspondent à celles du passeport et il n'y a pas besoin d'avoir un douanier qui vérifie ton truc. Et c'est effectivement ça peut être problématique en termes de fuite de fichiers, de données.
Et ça fait partie de tout cet arsenal de mesures technologiques qui sont déployées pour économiser des employés dans l'administration. On observe la même chose dans la police en général pour couper les points des procédures de l'état de droit pour des blocages de sites par exemple. C'est par exemple le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie qui a été fait à la hussarde. Donc effectivement, c'est aussi contre ça que se bat le Parti pirate, contre l'usage irraisonné de la technologie pour couper les coins de la démocratie. Donc il faut être super vigilant là-dessus, mais c'est super difficile parce qu'il y a vraiment une mouvance, il y a une telle tentation. La technologie est tellement intéressante pour ce genre de truc qui semble évident que les États ont du mal à y résister en fait. Et on l'observe même dans la lutte contre la pédocriminalité. Là, il y a une tentation carrément de mettre fin au secret des correspondances avec un scan systématique de nos correspondances sur des messageries privées. Donc il y a énormément de combats à mener sur ces sujets-là et c'est très difficile. Si je peux me permettre une dernière chose, Jérém. Ouais, vas-y. Comment on fait pour contrecarrer est-ce que c'est une obligation légale de devoir donner aujourd'hui ses empreintes, peut-être demain son ADN pour pouvoir accéder à une identité? Est-ce qu'il y a quelque chose pour contrecarrer ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a la possibilité de demander à ce que ces données soient supprimées ou non? Et surtout, qui les détient? C'est surtout ça, en fait. Qui les détient? C'est ça qui m'embête. Parce que je sais pas qui a numériquement mes empreintes, quoi, ou mes données, quoi. Alors, normalement, ça va être la police. Pour partie, il y a une partie qui est décentralisée, c'est-à-dire il y a des choses qui sont stockées, de ce que j'ai compris, mais je suis pas spécialiste du sujet. De ce que j'ai compris, une partie n'est stockée que dans ton passeport. Et la police ne détient pas forcément de copie. Mais ça c'était à une époque, je suis pas sûr que ça soit encore le cas. Théoriquement, ce sont des fichiers très contrôlés. En pratique, il y a eu plein de fuites de fichiers de police, y compris par des policiers qui arrondissent leur fin de mois comme ça en donnant des infos à des entités externes. Il y a eu un scandale comme ça, le scandale de Horus qui vendait en fait des informations de fichiers de police sur le blacknet, sur le black web, y compris à des bandes marseillaises ce qui a permis des règlements de compte. Donc c'est très difficile c'est aussi pour ça qu'il faut éviter la constitution irraisonnée de fichiers, c'est qu'il y a forcément des fuites à un moment. L'exemple de Pôle emploi, il y a eu les histoires de les mutuelles aussi peu de temps avant, et il y a aussi de la transparence a posteriori à avoir là-dessus, parce que Pôle emploi n'a donné strictement aucune information, la police ne donne aucune information. À chaque fois qu'il y a un bug de ce type, on n'a jamais de retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Il y a seulement des retours d'expérience internes, mais c'est insuffisant. En fait, il y a des retours d'expérience publics à donner, comme le font les bureaux type bureau enquête accident aviation aérienne, qui font vraiment des enquêtes dont ils donnent publiquement les résultats sur les choses qui ont merdé, les choses à corriger. Il faut absolument qu'on ait ce genre de choses dans l'informatique administrative. Totalement. Pour justement améliorer les processus, les protections et éviter de tourner au n'importe quoi. On voit que ce soit sous couvert de lutte contre le terrorisme, on voit depuis 2011 la sécurité aéroportuaire a mené à des innovations sur la vérification d'identité sans pareil. Tu parlais de la lutte contre la pédopornographie. Il a été envisagé un jour que Apple puisse scanner les photos dans le Drive pour détecter justement des images et ensuite je crois que ça avait été refusé parce que ça contrevenait à la liberté pour la vie privée. Donc si tu me dis que le sujet est peut-être à nouveau mis sous la table, mais pas par un opérateur comme Apple, mais par une autorité on va dire étatique ou super étatique qui est l'Europe. Et de la même manière, si on veut faire une analogie, on a comme tu le disais 1003 les empreintes digitales qui sont autorisées d'être prélevées quand il s'agit d'un État, mais par exemple on a en Espagne l'entreprise WorldCoin qui a été suspendue alors qu'elle propose justement le scan des iris en contrepartie de leur crypto-monnaie le WorldCoin. Donc tu vois visiblement un mot de précision peut-être, c'est pas les États qui ont mis fin au projet d'Apple, c'est Apple qui a mis fin lui-même à son projet. Ah oui. C'était une demande des États. Oui. Okay. Les États sont très demandeurs. Ah non, mais c'est même flippant. En fait, Apple avait annoncé le truc. On a une technologie qui va faire ce que l'État nous demande en fait. Donc c'était de la détection par hash d'images.
On connaît un certain nombre d'images de pédocriminalité, de pédophilie qui circulent, donc on va juste vérifier que les images qui sont échangées ne sont pas dans la liste, la liste interdite, et on notifie le fournisseur ou on notifie Apple qui fera une remontée aux autorités. Donc ils avaient une technologie qui est considérée non intrusive, mais ça veut quand même dire que tu vas scanner l'intégralité des contenus pour vérifier l'absence de ces images. Donc c'était relativement peu intrusif, mais c'était quand même un retour sur le secret des correspondances. Et le projet européen a tenté propose le même type de technologie en reprenant quasi mot pour mot la technologie d'Apple. Donc mais Apple, effectivement, les ingénieurs d'Apple ont dit non mais c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop dangereux, et effectivement ça crée un énorme précédent, et c'est Apple qui a retiré de lui-même sa technologie. Ouais, alors de ce que je lis, il l'aurait retiré parce que ça laissait un risque d'attaque, notamment pour les pirates, trop importante pour être mis en place. Ça, c'est Absolument. le communiqué officiel de Apple. Merci de m'avoir repris là-dessus. Je pensais que c'était l'inverse. Je crois qu'on a Fadila et ensuite Philippe. Oui, moi je voulais prolonger juste un peu cette discussion. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'inquiète en fait, hein, c'est pas le besoin, on va dire, finalement de sécurité, mais que ce besoin de sécurité entraîne en fait d'autres pratiques qui sont par exemple la fusion des fichiers. Je donne un exemple très rapide, hein, puisque moi j'ai travaillé quand même 14 ans en compagnie aérienne, et donc j'ai connu les dernières années, j'ai dû gérer en fait des dossiers assez délicats pour les personnes qui travaillent par exemple en zone aéroportuaire, où vous avez besoin en fait d'une approbation pour travailler en zone aéroportuaire. Et cette approbation, elle peut être retirée par le préfet parce que vous avez une moralité douteuse. Le terme de moralité douteuse, vous pouvez y mettre en fait ce que vous voulez. Et à l'époque, il y avait des personnes qui avaient perdu en fait leur approbation pour d'autres raisons que je dirais, de sécurité, qui étaient parce qu'ils n'avaient pas payé par exemple oh mince, comment ça s'appelle ce qu'on paye quand on divorce, Les pensions alimentaires. Voilà, pension alimentaire, ou des personnes qui avaient été vues ou aperçues avec des personnes qui étaient susceptibles d'être fichiers S, des choses comme ça et tout ça. Et donc en fait, si on le transpose en fait à aujourd'hui, avec la reconnaissance biométrique dans les zones aéroportuaires, c'est que demain, en fait, on peut avoir aussi alors je fais un scénario catastrophe, hein, mais si vous voulez, une compilation en fait des fichiers qui soient pas que des fichiers, on va dire, de la police, mais de la gendarmerie, de si vous êtes identifié parce que je sais pas, vous n'avez pas payé ce que vous devez au fisc, etc., et que de ce fait vous soyez par exemple qualifié comme personne, on va dire, à moralité douteuse. Je sais pas, hein, je fais un scénario, je sais, un peu Pierre, catastrophe. je te laisse rebondir là-dessus et nous donner ta Ouais. vision. Ben, il y a alors déjà, première chose, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, a été créée par la loi du même nom dans les années 78, je crois, suite à un projet de fusion de la carte d'identité et des numéros d'identité, des numéros ANC, centralisés par le ministère de l'Intérieur. Ça a provoqué un tel tollé en termes de risque de croisement de fichiers qu'on a fait les lois CNIL qui ont donné ensuite le règlement général de protection des données européen pour interdire justement des croisements de fichiers irraisonnés et sans justification. Et là, Gabriel Attal, alors là c'est pas vraiment de l'Europe, c'est de la France là encore, hein, mais Gabriel Attal a tenté de relancer le truc, l'idée de fusion carte vitale, carte d'identité, soi-disant pour lutter contre la fraude, mais enfin ça pose plein de problèmes évidemment, et il est significatif que ça ait provoqué très peu de réactions, beaucoup moins de tollé aujourd'hui que ça n'en avait provoqué dans les années 70. Et il y a tout un tas de velléités effectivement de mise en place de contrôle social plus ou moins direct. Il faut rappeler aussi que, alors je crois que c'est pas passé parce que c'était un peu gros, mais le Pôle emploi a demandé, ou le législateur a souhaité permettre à Pôle emploi d'aller inspecter les comptes bancaires des chômeurs pour vérifier qu'ils déclaraient tout, qu'ils ne fraudaient pas les allocations de chômage. Donc on arrive quand même là dans du très très lourd, et il faut faire super gaffe là-dessus. Et pour l'instant, c'est l'Europe qui nous protège de ce genre de conneries, ou éventuellement le Conseil constitutionnel français.
Mais l'Europe commence à aussi être tentée par ce genre de mesures, comme on le voit. Donc, il faut, enfin, si on veut pas se diriger vers une société à la chinoise, il faut vraiment se battre pied à pied pour éviter. Parce qu'à chaque fois que des mesures restrictives de ce type, liberticides de ce type sont prises, il y a un effet cliquet. Personne n'osera jamais revenir en arrière parce que c'est trop séduisant en fait. Ça permet de vendre de la sécurité au niveau politique, ça permet de vendre de la lutte contre la fraude. Et si la mesure est levée, il suffit d'un attentat ou d'un déploiement de la fraude pour que ceux qui ont voulu relibéraliser se fassent taper dessus. Donc c'est super délicat et c'est vraiment un sujet ultra chaud en ce moment. Merci Pierre. Philippe, tu avais une question et après 1003. Et Darkemi, si tu arrives à reprendre la parole, j'aimerais vraiment, avant la fin, que tu puisses nous donner justement ta vision. Je crois que tu avais des choses à dire sur le Parti Pirate. Donc j'espère que tu pourras reprendre la parole avant la fin de l'interview. Vas-y Philippe. Ouais, non, bah écoute, salut à tous. En tout cas, big fan du Parti Pirate. J'étais à une de leurs soirées il y a quelques années, je pense aux dernières élections présidentielles ou d'élections de Paris, si je dis pas de bêtises, dans un bar. Enfin, c'était bien cool, déjà intéressant tout ça, même si à l'époque la crypto c'était pas vraiment mis en avant. Mais j'aimerais revenir sur cette bataille qu'on est à peu près tous en train de mener, hein, essayer de rendre la blockchain, on va dire mainstream et utilisée par des institutions pour augmenter tout ce qui est sécurité, vie personnelle, data médicale, tout ça, on est bien d'accord, hein, c'est la même discussion, c'est le même sujet, mais je pense que peut-être que à force d'essayer de vendre la chose en mode on fait des élections présidentielles, on peut faire ça sur une grande échelle, en fait, on perd un peu le focus et on fait peur à beaucoup d'acteurs. Est-ce que c'est une question ouverte parce que vous êtes probablement plus dans le bain que moi, à tout le monde ici, mais est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives en fait d'appropriation de la technologie blockchain pour faire tourner des services, on va dire, en accord avec une mairie ou tout ça, et qui est toujours en train de tourner sans avoir subi de hack ou tout ça? Parce que je pense que c'est comme ça en fait qu'on va arriver à propager cette technologie. En fait, c'est de pouvoir commencer avec des petits state of the art, si je puis dire, entre des associations, des petites mairies, des trucs comme ça qui veulent réduire leurs coûts, augmenter leur sécurité parce qu'ils ont eu un ransomware ou ce genre de choses. Et après essayer de monter à une région, à un département, enfin quoi que ce soit, pour arriver à prouver cette technologie et la rendre attractive pour le reste des villes, des régions, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une initiative en fait qui prend le problème par le bas plutôt que d'essayer de l'amener par le haut? Question ouverte. Alors moi j'ai connaissance de projets, enfin d'initiatives. Alors c'est pas dans des mairies, mais des initiatives de preuves de diplôme par blockchain. Donc il y a des établissements universitaires ou écoles d'ingénieurs qui ont lancé ce genre de choses. Après, je préfère bien distinguer l'aspect blockchain, qui est une chose, donc confiance répartie, de l'aspect crypto-monnaie, qui sont fondés sur des blockchains et qui sont une application phare. Mais l'aspect blockchain souvent est un peu survendu sur des domaines d'application qui seraient tout à fait gérables avec de la technologie classique. Donc, alors après, si ça marche en blockchain à permission, pourquoi pas, mais c'est le sujet me semble personnellement moins moins impactant et moins novateur. Mais voilà, je demande tout à fait à être détrompé. Après, l'intérêt de la blockchain, c'est que ça permet ce que je vois moi, c'est que ça permet à des entités assez lourdes et qui ont des process internes qui permettent pas beaucoup d'innovation. Donc typiquement, ça va être des banques ou la grande distribution de monter des projets informatiques plus rapidement avec des partenaires. La grande distribution, c'était plutôt dans la traçabilité, je sais pas ce que c'est devenu. Donc ça peut être vrai pour des administrations également. Quand il est trop compliqué de monter un process informatique interne de développement centralisé, monter un projet blockchain, ça peut permettre de couper un peu des rigidités structurelles. Et donc typiquement, chez les banques, ça peut être le gros truc, qui sont en plus tenus par des régulations très strictes. Donc à voir. Voilà, mais j'ai pas connaissance de projets concrets allant en ce sens. Alors, On a des élus. Après, on a des élus municipaux à Strasbourg. Donc notre tête de liste, Caroline, est vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Elle s'occupe notamment des sujets numériques. On a des élus à Marseille également, à Besançon. Donc à ma connaissance, c'est pas trop sur leur radar. La chose brûlante, c'est la vidéosurveillance, des choses comme ça. Mais la blockchain, il n'y a pas vraiment de projet dont j'ai connaissance.
Parce que alors je parlais pas spécifiquement de crypto-monnaie, je pense qu'on en est loin et je pense que ce sera une adoption qui viendra que plus tard au niveau des institutions, surtout dans un usage avec des citoyens. Non, je pensais plus par exemple à des mairies qui souhaiteraient mettre en place des systèmes de vote, des systèmes de gouvernance, des systèmes de, alors je vais pas dire DAO parce que c'est un mot que je considère un peu rentre tout, mais surtout pour augmenter en fait tout ce qui est le vote démocratique, pour tout ce qui est la participation des citoyens sur des questions civiques et des questions organisationnelles, peut-être pas de sécurité tout ça parce que c'est la mainmise du maire, mais sur d'autres questions du style l'organisation de certains événements, le budget de certaines choses. Parce que j'ai jamais eu conscience en fait, ou j'ai jamais eu entendu parler de ce genre d'initiative, et c'est pour ça que je vous demande. Je pense que ça serait quelque chose qui serait intéressant pour prouver en fait une utilisation de la technologie dans notre vie démocratique. Réponse rapide, Pierre, et ensuite on va laisser la parole à 1003. Eh ben ouais, même réponse. Hein, effectivement, à voir suivant les cas. Par contre, je suis pas sûr que ça peut faciliter l'adoption des technologies blockchain, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose au côté crypto-monnaie. Pour moi, les sujets en usage sont très très distincts et je suis pas sûr que ça favorise l'adoption des crypto-monnaies en fait. C'est pas le but, c'est l'adoption de la tech vraiment là. Mais je laisse la main, mais peut-être que ça reviendra dessus. Ça marche. 1003, vas-y. Alors c'est Millet, hein, Jérém. Je sais pas, tu mets un 3. Moi, je suis un... Non, mais pas de souci. Non, mais t'as raison de me reprendre. Parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, je t'appelle 1003, ça fait débile, mais ok, je t'appelle Millet, c'est très bien, Millet. Je te laisse cet honneur. Mais je vais laisser la main à Amy parce que je crois qu'il a des choses à dire. Ouais, alors vas-y, on laisse la main à Amy. Vas-y, Amy. Hello, trop gentil, une seconde. Ouais, vous m'entendez bien, c'est bon Oui, ce coup-ci? beaucoup mieux. Vas-y. Super. J'allais dire, moi, pour le coup, le Parti Pirate, j'ai suivi un peu la création. À la base, en Europe, ça a été créé d'abord par Rick Falkinge, qui est un Suédois. Et au début, j'aimais beaucoup l'approche parce que c'était très libertarien, très libéral, ce qui me paraît logique pour un parti qui se bat pour la liberté numérique, entre guillemets. Pour l'anecdote, Rick Falkinge, pour ceux qu'on suit, c'était un des big blockistes, c'est-à-dire un des supporters de Bitcoin Cash, les plus fervents sur les cryptos aussi à l'époque. Voilà, c'était un gros défenseur des big blocks. Alors, premier point, je voulais dire, à l'époque où Zemmour, il est venu sur le domaine des cryptos, entre guillemets, il a dit, ah, c'est bien, il en faut plus, enfin, il s'est intéressé au sujet. On lui a chié à la gueule, et en fait, je pense que de manière générale, collectivement, quand des politiques ou des partis politiques s'intéressent aux cryptos, on devrait toujours au moins valider l'effort. Tu vois, là, le Parti Pirate, clairement, ils ont pris le sujet. Bon, ça, c'est bien, quoi. Et pour Zemmour, à l'époque, on lui en avait mis plein la gueule. En fait, on devrait toujours dire, pour qu'il y ait un maximum de partis qui s'intéressent au sujet, voilà, on devrait être reconnaissant au moins qu'ils s'intéressent au sujet. Après, alors, j'ai un gros ça, problème. Je mets un peu de contexte, Amy, si tu permets. Donc tu parles de la campagne présidentielle donc de 2022 de la campagne présidentielle, ouais. À l'époque où sur le sujet des cryptos. Où en fait ce qui s'était passé, je mets un peu de contexte si tu permets. En fait, à l'époque, c'était Ledger, donc la licorne française, qui avait invité les candidats à l'élection présidentielle à venir les voir pour venir leur donner leurs propositions et leurs visions liées aux actifs numériques. Et je crois, sauf erreur de ma part, que justement Éric Zemmour avait été le seul à y aller et justement à être plutôt partisan de libéraliser et de favoriser l'écosystème crypto parce que ça participait à la souveraineté. Évidemment, c'est un enjeu qui est important pour le parti Reconquête quand on parle de souveraineté. Je te laisse continuer, Amy. Ouais, non, mais tu fais bien de recontextualiser. C'est vrai qu'à l'époque, on lui avait, enfin, pas tout le monde, mais on lui avait un peu chié à la gueule en mode, ah là là, récupération politique, et je pense qu'on devrait toujours au contraire saluer l'effort des politiques et des partis politiques qui viennent dans les cryptos, peu importe leur bord. Donc ça, en soi, je suis très content que le Parti Pirate francophone prenne le sujet des cryptos, s'y intéresse. Maintenant, j'ai pas mal de critiques sur le Parti Pirate en France, c'est-à-dire que quand il a été créé en France, comme j'étais assez fan de Rick Falkinge et du côté très libertarien des premiers créateurs du Parti Pirate, au départ, j'étais optimiste. Malheureusement, en France, ça a été créé à la française, c'est-à-dire que dès le départ, c'était un parti qui était extrêmement socialiste, extrêmement à gauche sur tous les sujets,
extrêmement, justement, intervenant dans l'économie. Et justement, en l'occurrence, le programme du Parti Pirate, qui fait 400 pages en France, moi, je l'ai pas mal lu, hein, je l'ai bien survolé, parce que comme, justement, Pierre Bessac et d'autres se sont intéressés au sujet, je m'y suis intéressé et du coup, je trouve que énormément de valeurs qui sont dans le programme sont pour moi complètement anti-crypto. À plusieurs reprises, c'est dit dans le programme que la spéculation financière, c'est mal et qu'il faut se battre contre. Ça propose une taxe Tobin pour qu'il y ait moins de spéculation financière. Ça veut se battre et contrôler mieux l'économie pour qu'il y ait moins d'évasion fiscale. Nanana. Dans tous les secteurs de l'économie, ça préconise une plus grande intervention de l'État, de mettre des moyens pour la transition écologique, etc., etc. Donc vraiment, pour moi, c'est un programme étatique et pas du tout libertarien libéral. Donc voilà, je peux vraiment pas le valider en tant que libertarien parce que pour moi, les cryptos, c'est l'inverse justement. C'est la liberté, c'est le moins d'État possible. Ça va être hyper intéressant de laisser Pierre répondre notamment et aussi peut-être faire un peu d'éducation, la différence entre le libéralisme et le libertarisme qui sont finalement deux notions qui sont assez différentes même si elles sont liées par pas mal d'aspects. Pierre, je te laisse répondre à Amy. Alors oui, alors effectivement, on a un programme français très chargé. Enfin, il y a beaucoup de choses et il est plus interventionniste que le programme européen des partis pirates. Ça c'est clair. Cela dit, on n'est pas un parti extrêmement étatique non plus. Hein. Il y a beaucoup de choses sur l'action publique dans le programme français, mais on se démarque nettement de partis plus interventionnistes, type LFI par exemple. Donc voilà, pour situer. Sinon, sur la défense des libertés, ça c'est un truc essentiel au Parti pirate français comme au Parti pirate dans les partis pirates européens. Oui, pour nous, enfin, pour paraphraser Giscard autrefois, ou reprendre, pas routier, mais plagier. Voilà, plagier Giscard d'Estaing. Les libertariens n'ont pas le monopole de la défense de la liberté et les libéraux non plus. Donc voilà, il y a des choses qui sont intemporelles et indépendantes, enfin apartisanes si on peut dire, et que le Parti pirate peut défendre sans pour autant devenir libertarien, parce qu'effectivement clairement on n'est pas du tout libertarien en France dans le Parti pirate aujourd'hui. Parce qu'on défend certaines valeurs plutôt à gauche, effectivement, c'est clair. Mais on n'est pas non plus ultra interventionniste. Effectivement, on se méfie, vu la situation et les velléités de contrôle par l'État, on est réticent à donner trop de pouvoir à l'État sur les sujets qui concernent la vie de tous les jours, et on est vigilant et on compte pas non plus donner tout pouvoir à l'État. C'est pas du tout notre état d'esprit. Donc plutôt libertarisme au niveau des libertés individuelles, mais plutôt pas trop libéral sur la notion de spéculation et liberté de alors de la spéculation, ouais. Il y a eu des mots forts qui ont pu être votés. Alors c'est un programme en évolution permanente, hein, donc ça va évoluer aussi au fil des tendances qui se dégagent parmi les militants du Parti pirate, les gens qui votent pour ces sujets-là. Il y a des choses pour lesquelles on pourrait tout à fait revenir. Ça dépendra un petit peu de ce qu'on décide et des sujets qu'on met sur le tapis. En interne sur ce qu'on souhaite voter ou non. Mais on sent quand même en t'écoutant, et après Amy, je vais te laisser la parole si tu veux prolonger, si tu as d'autres points que tu souhaites aborder, mais on sent quand même une certaine différence entre vos positions au niveau national et vos positions au niveau européen, dans le sens où au niveau national, vous semblez être souverain. En fait, voilà, le vrai parti pirate, c'est celui qui visiblement affiche un programme national. Par contre, au niveau européen, vous semblez peut-être un peu tenu aussi, peut-être par les autres partis pirates qui pensent pas forcément la même chose, donc le compromis est peut-être difficile à trouver, non? Alors pas forcément, non. Peut-être je me trompe. Je pense que c'est un mélange de cultures et il y a quand même, y compris chez les libéraux français, enfin les gens qui se disent libéraux en France, il y a quand même une culture française extrêmement interventionniste. Mais les libéraux, c'est plutôt pour toi si on prend les partis un mec comme Bellamy qui se présente comme libéral, il est quand même extrêmement interventionniste. Je connais, enfin il y a peut-être Denis Père qui est, je sais plus où il est lui, mais il était plus ou moins proche de LR. Il avait tenté de lancer sa propre candidature, mais Denis Père qui est
plus libéral. Les libéraux français sont quand même pour beaucoup anti-IVG, ou voilà, c'est libéral économique, mais c'est pas très libéral socialement, Il sociétalement. y a des anti-IVG en France? Bah oui, il y en a quelques-uns, à commencer par Zemmour, sauf erreur. Mais anti-IVG, Voilà. ça veut dire quoi? Ça veut dire ils veulent l'interdire ou ils veulent éviter qu'on le Oui. promeuve? C'est pas pareil. L'interdire comme aux Oui. États-Unis. Hein. Mais vraiment, et Voilà. il y a ça dans Oui. les programmes? Ah bah clairement, oui. L'interdiction Trump de l'IVG? Trump veut Non, l'interdire. je parle en France. Je Donc parle en France. non, mais oui, bien sûr. A priori, alors c'est peut-être pas explicitement dans le programme, mais c'est quand même honnêtement, dans l'ensemble de on valeurs. essaye de rétablir un peu les faits, Ouais. et l'idée est surtout pas de D'accord. prendre parti, mais d'éviter de dire des choses fausses. Et en l'occurrence, sauf erreur de ma part, il n'y a pas un parti en France, parmi ceux que vous avez cités, en tout cas, qui ouvertement veut interdire l'IVG. Par contre, beaucoup effectivement sont contre le fait que on le mette dans la Constitution, qu'on le promeuve comme comme quelque chose de parfaitement souhaitable, mais de là à l'interdire, sauf erreur de ma part, personne l'a proposé. Et D'accord. je dis ça tu pour vois. si je me trompe, Il a raison. n'hésitez pas à Non, mais mettre des c'est sources, hein. légitime. Oui. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est juste parce que on est écouté et C'est- que voilà, faut pas. C'est la perception que j'avais par rapport à un ensemble de valeurs, justement Mais par exemple, les libertariennes partis françaises qui se réclament souvent des États-Unis, qui s'inspirent souvent de ce qui se passe on aux leur fait le États-Unis. reproche. Moi, j'ai entendu Marion, par exemple, qui ouvertement clame son côté chrétien, etc. Il y a pas de souci. Mais même elle, par exemple, elle est pas contre l'IVG. En revanche, elle est contre ce qu'elle appelle la propagande pro-IVG, la constitutionnalisation, le fait que l'IVG doive devenir quasiment une solution de contraception. Donc, c'est pas pareil que de dire je veux que ce soit une solution un peu comme Simone Veil l'avait présenté, c'est-à-dire une solution quand il y a besoin, il faut que ce soit possible et que ça devienne pas quelque chose qu'on doit promouvoir à tort et à travers. Mais je pense que voilà, mais ne nous attardons pas. Après, t'as des histoires de lignes rouges. T'as un certain nombre de partis qui défendent blanc alors qu'ils votent noir, et dans les grands partis, dans le parti qui est en tête des sondages, qui explique qu'il se méfie de Poutine, etc. Alors qu'il l'a soutenu par voilà. Vas-y, il y a des choses qui Fadila, sont. et après on ferme le sujet Je de dis l'IVG juste parce que que c'est pas le sujet. Mais vas-y, Fadila. Oui, mais quand Marine Le Pen avait parlé d'avortement de confort, mais elle revient à ce que disait Simone Veil, dans lequel où l'IVG doit être une solution d'urgence entre guillemets, une solution de dernier recours, et qu'aujourd'hui l'IVG, quand on voit le nombre et certains peuvent se dire qu'effectivement c'est devenu quasiment une solution de contraception, quoi. Donc, mais de là à demander l'interdiction, moi c'était juste ça que je me permettais de modérer. Pour moi, personne n'a demandé son interdiction, comme effectivement dans certains États aux États-Unis où effectivement, ça a été proposé, ça a même été voté. Donc voilà, je faisais juste la différence entre les deux, si vous me le permettez. J'aimerais qu'on Darkemy, est-ce que tu as un dernier sujet pour le Parti Pirate avant qu'on ferme le space qui moi me passionne et qu'on pourrait prolonger encore pendant des heures? Non, pas vraiment, mais je pense que Pierre, il a bien répondu, c'est-à-dire qu'il a concédé, entre guillemets, qu'effectivement le Parti Pirate en fait, je pense que le Parti Pirate en France, il est au niveau des libertés individuelles et en particulier numériques. Je pense qu'il est très libéral, très libertarien, c'est-à-dire ils sont effectivement pour la privacy, pour la liberté individuelle. Donc, je suis assez aligné avec tout le plan, on va dire, social du Parti Pirate. Par contre, en France, clairement, sur tout le plan économique, il est très socialiste. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle socialiste, mais c'est clairement pas un parti libéral économiquement, quoi. Parce que taxe Tobin, etc. Bon, voilà, c'est des propositions je vais pas dire de communistes en France, mais taxe Tobin, à chaque fois qu'on l'a fait, taxer les transactions financières, quoi. Sur tous les trades, c'est quel que soit le trade, quelle que soit la plateforme, mettre une taxe. Bon, c'est toujours pareil. À chaque fois que ça a eu lieu dans l'histoire, ce genre de truc, ça a juste tué les marchés. Mais en fait, le problème, c'est la concurrence internationale. C'est-à-dire que si on était dans un monde fermé, on pourrait effectivement faire ça. Mais le risque, c'est que toutes ces transactions financières, en fait, elles se déplacent des marchés européens vers les marchés, par exemple, à Londres ou à New York ou à Hong Kong, et qu'au final, on perde encore des parts de marché ça, sur la finance, quoi. Directement. On a déjà le problème au niveau
de la finance et de l'économie d'être beaucoup trop restrictif en Europe. Ouais. Donc une taxe Tobin, clairement, ça va pas aider le truc. Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, il y a le débat si c'est démondialisé, est-ce que c'est souhaitable? Moi, je pense que non, mais c'est encore un autre débat. Eh ben très bien. Alors, je vois pas. C'est très difficile d'avoir effectivement des accords mondiaux là-dessus. On le remarque aussi en matière de défiscalisation des GAFAM. C'est que par exemple l'Irlande qui a une forte présence GAFAM parce qu'elle leur propose des taux, Une fiscalité d'impôt sur ultra la société très intéressante, faibles, ouais. n'a aucune envie cet avantage lui soit retiré. Donc effectivement, c'est très difficile de négocier. Donc il faut peut-être, concernant les GAFAM, il faut taper en amont, à notre sens, sur l'érosion de leur hégémonie. Sur les taxes financières, c'est beaucoup plus compliqué.